Bonsoir, les gens dans l'audience. Bonsoir, Antoine Lefebvre, mon invité. Comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Et toi, ça va bien? Oui, ça va super bien. Moi, c'est Valérie. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Antoine Lefebvre, c'est le concepteur de jeu Romy Rami. Ce jeu-là, super beau format que j'ai testé il y a... ouais, il est juste en haut dans ta ludothèque, que j'ai testé il y a 2 semaines entre amis. Et on a eu beaucoup de plaisir. Puis là, quand j'ai vu que le Antoine Lefebvre a liké ma photo sur ma page Facebook, je me suis dit, hey, je vais l'inviter à mon podcast. Comment, comment que c'était venu cette idée de jeu-là? Romy Rami, écoute, ça n'a même pas commencé avec un jeu de Romy. À la base, c'était un jeu qui s'appelait Picker Poker. Donc, c'était OK. basé plus sur le poker. L'idée, c'était de faire vraiment un petit jeu de cartes rapide qui se joue en 15 minutes et qui offrait du draft, euh, donc une mécanique de draft euh, différente de ce qui se faisait déjà. Euh, donc, la mécanique de départ, elle était déjà là dans la première version. Donc, le fait de choisir des cartes, donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, en fait, on doit choisir dans le marché des cartes, soit qu'ils ont le même chiffre ou la même couleur. Et on peut prendre jusqu'à trois cartes. Donc, ça Ouais, donnait c'est ça. Il y a comme les cerises, le cœur, le diamant, puis le trèfle. le trèfle. Ouais. Oui, donc c'est ça. Au départ, c'était vraiment à peu près la même chose. Ça n'a même pas changé tant que ça. Mais c'est le feeling qui a complètement changé. Donc, comme je disais, on était plus proche du poker au départ. Donc, on essayait de recréer des mains, des combinaisons de poker. Donc, des mains pleines, des couleurs. Donc, c'était un peu plus à connotation gambling, je dirais, parce que Mhm. le poker n'a pas une... euh, c'est pas réputé comme étant un jeu familial, disons. On va dire Non, ça comme ça, là. non, c'est ça. Mais moi, j'ai trouvé que la façon que ça a été amené, on dirait que c'est accessible aux familles. C'est Ça ça, a été pensé exact. comme ça? En fait, au départ, non, mais plus je le jouais, donc pendant la pandémie, en fait, moi j'ai commencé ce projet-là en 2018, donc automne 2018. Euh, et pendant la pandémie, donc j'ai comme trouvé un groupe de testeurs en ligne, ce qui a été vraiment merveilleux pour moi, en fait, puis pour les autres auteurs aussi. OK. On utilise une plateforme qui s'appelle Tabletop Simulator. Oui, oui. Donc, si vous connaissez, donc c'est Mhm. comme si on avait une table virtuelle devant nous. Donc, on importe notre jeu sur la plateforme. C'était comme une démo que t'avais Oui, fait. là, OK. on n'utilisait que des versions virtuelles de nos prototypes. Donc, c'est beaucoup, on sauve beaucoup de temps, surtout beaucoup d'argent. Mhm. Et ce qui était bien, c'est que nous autres, on se regroupait à toutes les semaines. Donc, à toutes les mêmes, c'était le groupe du mardi qu'on s'appelait. Donc, à tous les mardis, on se retrouvait et on testait les jeux de un ou l'autre. Donc, ça dépendait des semaines où OK. les auteurs étaient rendus dans leur démarche créative. Si tu n'avais pas le temps de faire de changements pour tester la semaine d'après, c'est pas grave parce que on testait le jeu de quelqu'un d'autre. Donc, ça faisait une belle rotation, ça faisait une belle dynamique. Est-ce qu'il y a Donc, des concepteurs avec qui tu as testé ton jeu qui ont des jeux qui sont sur le marché? euh, au départ, dans notre groupe de départ, en fait, il y avait Pierre Poisson-Marquis. Je ne sais pas vous connaissez, c'est un des auteurs du jeu Québec, qui est Ah. sorti en 2009, donc chez Il y avait Scorpion aussi Label. un autre là, qui l'a fait, ce jeu-là. Il s'appelle Philippe Baudouin. Ça se peut-tu? Exact. Oui. Ouais, OK. Donc, c'était un des co-auteurs. Donc, Pierre Poisson-Marquis, qui est quand même une sommité dans le monde du jeu au Québec, un historien de formation. Donc, il y avait lui, il y a Simon Jutras, qui était avec nous aussi, donc, qui était le président de Ludo-Québec auparavant. Euh, et donc, j'avais quand même un groupe avec beaucoup d'expérience, ce qui m'a vraiment poussé, en fait, qui m'a encouragé à continuer. Et le fait d'avoir ce groupe d'auteurs-là, ce qui est bien, c'est que ça motive énormément. Parce que tu vois les autres avancer, tu vois leur Mhm. progression dans leur création et ça te pousse toi-même, ça t'encourage à aller de l'avant et à continuer.
Et souvent, c'est que tu as des retours et des feedbacks très instantanés, très OK. positifs ou négatifs. Donc, c'est plus avec les feedbacks négatifs qu'on avance que avec les feedbacks positifs, je dois Ouais. dire. OK, ouais, oui, c'est vrai. Oui, si c'est tout le Est-ce monde qu'il y te en a dit, ah, est-ce qu'il y a c'est des auteurs excellent qui ont ton jeu, vraiment démoli ton concept? pas celui-là. Pas celui. Non, mais c'était pas mon premier OK, concept non plus. OK. Mais Mais je qu'est-ce veux qui est juste terminer. ressorti Qu'est-ce qui de est ressorti ouais, de de ces celui-là, auteurs? Euh, en fait, c'est que c'est un jeu qui était vraiment intéressant, mais qui était un petit peu, comment dire, linéaire, parce qu'au OK. départ, il n'y avait pas le marché de contrats qui variait. Les contrats étaient fixes, donc vu que c'était des mains de poker, comme je disais, OK. on pouvait toujours faire les mains comme on voulait. OK. Donc, il y avait pas de limite de cartes en main non plus. Il y avait plein de choses qu'il n'y avait pas et qui faisaient que les parties étaient toutes pareilles. OK. Donc, ce qu'on voulait faire, en fait, ce que moi je voulais faire, c'est le rendre plus rapide, plus dynamique et qu'il y ait un peu une course entre les joueurs aussi. Ce qu'il n'y avait pas tant dans les premières versions. Donc, dans les versions suivantes, quand on est arrivé avec le marché de contrats, euh, ce marché-là, ce qu'il y a comme effet, en fait, c'est que les joueurs vont tous essayer de faire les mêmes contrats parce ils vont vouloir se dépêcher avant que quelqu'un d'autre le prenne. Donc, ça Ouais, crée c'est une vrai. interaction, ça crée une Mhm. dynamique qui est beaucoup plus intéressante que d'avoir des trucs un peu plus fixes. Ouais, puis le pion joker, ça change un peu la dynamique parce qu'on peut Le- l'utiliser pour créer une carte que t'as pas. oui, Fait ben que là, le des pion fois, ça fait comme joker, ah en merde, fait, j'aurais dû utiliser mon joker pour faire ce contrat-là. Tu sais. oui, ben ça, c'est toujours un double tranchant, en fait, le joker, parce que tu veux pas l'utiliser trop vite parce que tu te dis, ouais, mais là, je vais peut-être en avoir besoin plus tard, mais fait que c'est vraiment l'utiliser au bon moment qui est Ouais. important. Mais surtout de l'utiliser parce qu'il y Mais en on a va qui le regarder une conservent. petite vidéo là, de unboxing juste pour voir comment que ça a l'air dans la boîte. Là. C'est une petite boîte qui rentre dans la main avec les règles du jeu. C'est au moins une demi-heure la partie pour les 8 ans et plus. Puis même les 7 ans pourraient embarquer dans ce jeu-là. Là. Fait que là, on ouvre la boîte, ça s'ouvre avec les couronnes, puis qui donne le pointage de la fin, les cartes du marché de valeur, puis les cartes contrats qu'on voit là pour ramasser nos points, puis faire les contrats. Dans le fond, les contrats, c'est que soit il faut que tu fasses des paires ou des quintuples ou des quadruples ou avec des... Puis là, tu as des valeurs de cœur, de trèfle et tout ça. Puis moi, je trouve que le... En tout cas, je trouve que l'infographie du jeu, tu sais, je trouve ça familial. Je trouve que c'est accessible à tous. C'est des genres d'illustrations que moi, je trouve ça le fun de voir sur la table. Puis, tu sais, ça prend pas trop de place non plus sur la table. Là. En fait, le graphisme, évidemment, c'est fait par l'éditeur, c'est pas fait par l'auteur de jeu généralement. Il y a des exceptions. Il y en a qui font le package deal, là, qui font tout Mhm. au complet, style Ryan Lockett de Red Raven qui fait tout au complet. Par contre, là, c'est vraiment le graphisme de Fanny Saunier, qui est OK. l'illustratrice chez Randolph. OK. Euh, donc, eux, évidemment, avec la direction artistique qu'ils voulaient y donner, c'était justement quelque chose de classique. Ils voulaient vraiment un look euh, qui n'allait pas être intimidant, je dirais, Mhm. pour les joueurs de cartes classiques. Donc, ils voulaient aller chercher un jeu qui était très, très grand public, Fait plutôt que c'est que pour d'y ça aller qu'ils ont avec... choisi ton concept? C'est pour ça qu'ils ont choisi ton Oui, concept? en fait, ils cherchaient un petit jeu de cartes à ce moment-là. OK. Ce qui est très drôle, c'est que c'est un de mes collègues, justement, de test à ce moment-là, qui est Thomas Dagenel-Espérance. Je ne sais pas si vous connaissez, l'auteur de Decrypto, entre autres. Ah, ben ça me dit quelque chose, mais j'ai pas joué Donc, encore. lui, il me dit, lui, il travaillait en fait avec Randolph à ce moment-là pour Miller Zoo, qui est un autre de ses jeux. Et il m'envoie un petit message. Il dit, ouais, j'ai entendu dire que Randolph se cherchait un petit jeu de cartes. Il dit, ton jeu, probablement que ça fit très très bien dans leur catalogue. Donc, il m'a envoyé le contact. J'ai envoyé
mon prototype, en fait, ma petite vidéo démonstrative, mon livre de règles à Randolph directement. OK. Et je leur ai dit très clairement, je vous l'offre. C'est à vous seulement que je l'ai offert. Je ne l'ai pas envoyé à d'autres éditeurs, je l'ai envoyé seulement à eux. Parce que c'était vraiment mon premier choix. OK. Je voulais avoir un éditeur québécois idéalement. Parce que je sentais que ce jeu-là avait un public au Québec. Pour ceux qui jouent à Joker Rummy, c'est un peu le même feeling que Joker Rummy, mais en 30 minutes, dynamique, avec des choix intéressants. C'est comme ça que je peux le décrire sans vouloir être méchant envers le Joker Rummy. Mais en fait, ça a été une des inspirations, puis j'ai retiré ce que je trouve qui sont des défauts, en fait, du jeu. OK, fait que c'est Donc, c'est comme une version pimpée de Joker Rami. avec des mécaniques plus modernes, OK. donc avec des choix plus intéressants, plus dynamiques. Euh, Puis ce qui est drôle, c'est que tu parles du Joker tantôt. Le Joker, c'est la dernière chose qui a été rajoutée dans le jeu. OK. Parce que pendant 95% du développement de ce jeu-là, il y avait des cartes Joker qui étaient mêlées à l'intérieur des chiffres. Sauf que ça venait souvent rendre les règles moins claires, un petit peu plus lousses. Parce qu'on dit toujours que tu peux prendre des cartes du même chiffre ou de la même couleur. Mais là, quand tu avais des jokers, est-ce que tu permettais que la personne ramasse 3 jokers d'un coup? Ça devenait beaucoup trop fort. Fait que là, il fallait limiter le nombre de jokers. Donc, ça faisait des exceptions. Mhm. Et disons, une des règles de base du design de jeu, c'est éviter les exceptions. Les si, les sauf dans les règles, c'est pas l'idéal. Si Non, tu c'est veux vrai un que jeu qui est. c'est fastidieux quand il y a ça. Ouais, mais C'est tu peux ça. faire telle affaire, sauf s'il y a ça. Puis c'est comme le français, tu sais. Les règles de grammaire, là. C'est ça. Ben, c'est comme rendu du langage légal, là. C'est Ouais, sauf, 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 ouais, ouais, sauf. ouais. Ça, tu veux vraiment éviter ça parce que ça devient mélangeant pour le joueur. Pour les joueurs plus aguerris, ça va, mais quand tu veux faire un jeu grand public, il faut que tu enlèves toutes les exceptions possibles. Est-ce que des fois tu dis, OK, tu t'es limité à tant de cartes en main. Pourquoi? Exemple, ça, dans mon jeu, c'est 10 cartes en main maximum. C'est parce qu'on veut éviter que les joueurs se ramassent avec Ben, 25-30 c'est cartes en ça. main. Ça, c'est une J'ai trouvé chose. ça très ingénieux qu'il y ait une limite de cartes. Parce que Et ça justement, a, ça a aussi une deuxième utilité, c'est que ça va forcer les joueurs à faire des choix plus judicieux c'est ça. aussi. Et ça va accélérer le jeu parce qu'ils vont être obligés de faire des contrats plus rapidement et de façon pas nécessairement optimale non plus, parce qu'ils n'auront pas, ils auront pas tous les points bonus possibles en main. Donc, Ouais. c'est vraiment, on va rajouter un peu une contrainte Mhm. avec une règle vraiment très simple. Euh, Puis le minimum de cartes en jeu, de cartes en main aussi, tu as toujours un minimum de 3 cartes dans les mains. Euh, Ça, l'utilité, en fait, c'était pour accélérer le jeu aussi. Donc, on a rajouté une limite inférieure, ce qu'il n'y avait pas au départ, en fait. Mais ça, là, Euh, tout ce que tu expliques, là, ces choses-là, est-ce que tu les as modifiées au fur et à mesure que tu as testé avec des néophytes plutôt qu'avec des auteurs aguerris? euh, En fait, mes auteurs aguerris, ce qui est bien, c'est qu'ils pensent, ils sont capables de se mettre dans la peau d'un joueur casual, OK. de monsieur, madame, tout le monde. Donc, ça, c'est la beauté des bons testeurs. Ils sont capables de se dire, OK, ton public, c'est quoi? C'est grand public, donc je vais me mettre à la place de cette personne-là. Cette règle-là, je la trouve trop compliquée. Est-ce qu'il y a moyen de la modifier ou de l'enlever complètement? Parce que des fois, on a des règles, puis on se dit, OK, pourquoi tu as cette règle-là? Il faut toujours que tu te reposes la question, OK, pourquoi j'ai mis ça? C'était-tu pour cacher un problème du jeu, un problème de design de base, ou est-ce que c'était juste une règle arbitraire qui est comme pas nécessaire? Si je l'enlève, est-ce que ça brise le jeu? Si Ah, la c'est réponse donc bien c'est intéressant. non, si la réponse c'est non, enlève-la. OK. Souvent, tu vas tellement aller
couper dans les règles et simplifier le jeu. Donc, comme on dit, streamliner en Mhm. bon français. Euh, L'épurer. ouais, c'est vraiment Mhm. épurer les règles. En fait, pas Mhm. épurer le jeu nécessairement, mais juste les règles. Euh, un jeu complexe, c'est pas pareil qu'un jeu compliqué. Il faut faire la distinction entre les deux. La complexité peut venir des règles, peut venir du nombre d'éléments en jeu, mais peut venir aussi de la stratégie. Un jeu compliqué, c'est un jeu que les règles sont compliquées. Tout simplement, elles ne sont pas complexes. Il n'y a rien de logique nécessairement. Souvent, c'est des trucs arbitraires. J'aime la complexité dans les jeux, j'aime la complexité dans les décisions. Euh, Mais j'ai Moi, c'est remarqué plus ça, justement, là. c'est un jeu de décision, Rami Rami. Tu sais, Oui, faut que tu choisisses la bonne carte pour compléter le bon contrat ou telle autre, tu vas prendre telle carte pour nuire à potentiellement ton adversaire parce que tu sais que peut-être qu'il va compléter tel contrat, mais c'est toi qui le veux. Fait que là, il y a tout ça en tête, à tenir ça en compte. Tu sais, oui, c'est c'est... ça. Tu peux volontairement bloquer Ouais, l'adversaire, essayer de prendre le contrat qu'il veut aller chercher. ouais, ça devient complexe. Maintenant, est-ce que tu veux aller chercher un contrat qui vaut plus de points Mhm. ou tu veux aller chercher l'autre qui vaut peut-être 1 ou 2 points de moins, mais qui va te permettre peut-être d'aller chercher les trophées en fin de C'est partie? ça, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment des choix à court, moyen terme qui sont intéressants aussi. Est-ce que tu veux vraiment faire le contrat ce tour-ci ou est-ce que tu veux attendre à plus tard d'avoir plus de points bonus en main pour que ça soit plus intéressant? Ouais. Ou est-ce que tu as peur que quelqu'un d'autre le ramasse avant toi? Donc, toutes ces petites questions-là, toutes ces décisions-là, en fait, font que Remi, même si c'est un jeu simple, qui peut se jouer avec les grands-parents, qui peut jouer avec les enfants, vraiment n'importe qui peut y jouer, euh, ça fait que les gamers vont l'aimer aussi. Oui, ils vont trouver leur Et compte là-dedans, ils vont trouver une complexité, puis tu sais, ils peuvent jouer avec les probabilités. C'est ça qui est cool. exact. Donc, l'idée, en fait, derrière ce jeu-là, c'était vraiment d'aller chercher le grand public, oui, mais aussi les joueurs. Donc, on voulait essayer d'aller chercher, d'aller rassembler tout le monde, en fait. Donc, c'était vraiment un jeu qu'on voulait rassembleur. Ouais, C'est, j'ai remarqué ça. C'est ça que j'ai cru comprendre, là, à travers le ouais, jeu. C'est j'ai intéressant. j'ai vu plein de photos, moi, de gens qui jouaient 3, 4 générations ensemble. C'était vraiment de toute beauté. J'aime ça voir même la chaîne Etu Game sur YouTube. Ouais. Raphaël a joué avec sa mère et sa grand-mère Ah, c'est live. dommage le C'était de fun. toute beauté. C'était très drôle. Euh, fait que c'est ça. C'est supposé être un jeu léger, mais avec de la viande, on va le dire. Euh, il y a quand même de la viande autour de l'os, mais c'est accessible. Donc, c'est Randolph qui a quand même, je dois dire que le développement a été quand même bien fait de leur part, au niveau du visuel surtout. Donc, le visuel en est pour beaucoup. Si on avait eu un jeu avec une thématique, entre guillemets, plaquée, Mhm. euh, avec des animaux, whatever, là, parce que c'est toujours des animaux, des plantes de ce temps-ci, là. Euh, donc, si on avait eu une thématique, ça aurait peut-être intimidé les non-joueurs, les joueurs de cartes classiques. Tu sais, ceux justement qui jouent au Joker Rummy, ceux qui jouent au Cribbage, ceux qui jouent à n'importe quel jeu de cartes. Ils auraient regardé ça et ils auraient dit ah, ça a l'air compliqué. Donc, l'idée, c'était vraiment de garder un look très, très, très simple, très épuré. Ouais, c'est très C'est sobre. Puis moi, ça m'a tout de suite ouais, attiré. c'est sobre, mais c'est coloré, Ouais, c'est ça. c'est vivant. Ouais. J'aime beaucoup le visuel qu'ils ont donné. Ouais, vraiment. Euh, le nom, c'est leur choix aussi, parce que comme j'ai dit, moi, je l'avais appelé Picker Poker au début. Je visais plus le marché anglophone au départ, même. OK. En Mais fait, toi, en tant que concepteur, est-ce que ça te fâche de pas mettre le titre oh, sur un jeu? pas du tout. Non? Absolument pas. Je déteste choisir des noms pour mes jeux. OK. Moi, je me dis des fois, change-les le nom, s'il te plaît, je l'aime pas. OK. Fait que ça me dérange absolument pas. Toi, c'est un Euh, foisonnement d'idées, un jeu, pour toi. oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment. Moi, ce que j'aime, c'est faire les mécaniques, créer, OK. faire le balancement aussi. Il y a beaucoup d'auteurs qui n'aiment pas balancer un jeu. Ce qu'on entend par balancer, en fait, c'est faire tous les micros ajustements de pointage,
disons, en fin de partie. Donc, combien chaque contrat devrait valoir, combien chaque trophée va valoir, chaque objectif. Tout ça doit vraiment être bien balancé pour pas qu'il y ait de trucs qui soient plus payants que d'autres. Euh, c'est la même chose aussi pour les quantités de cartes qu'il y a dans le jeu. Donc, combien de un, combien de 5, combien de 3. Si vous remarquez, en fait, il y a moins de un et de 5 qu'il y a de 2, 3, 4 dans le jeu. Moi, j'avais Euh, remarqué. C'est vrai? il y en a moins parce que les séries, en fait, prennent beaucoup plus de 2, 3 et 4. Donc, toutes les séries vont demander un 3 tout le temps, étant donné que c'est des chiffres de 1 à 5. Donc, il fallait avoir les chiffres au centre devaient être là en plus grande quantité à cause de ça. Donc, tout a vraiment été testé. Je pense que j'ai joué à peu près 200 parties de ce jeu-là en solo, en fait. OK. Donc, 200 parties à 2 joueurs, probablement, là. OK. Donc, fait Puis, que est-ce que c'est ton premier jeu qui a été édité chez Randolph? c'est mon premier jeu qui a été édité, oui. C'est mon deuxième jeu que j'ai créé. OK. Mon premier, c'était un vrai déchet. J'ai entendu quelqu'un comparer le premier design, en fait, à la première crêpe qu'on fait. Quand on fait une batch de crêpes, là, souvent, la première crêpe n'est pas super bonne, puis on la donne à son enfant parce Ouais. que lui, ça ne dérange pas trop, là, ou tu la donnes au chien. Là. Ouais, ouais. Mais, mais c'est ça. Ton premier jeu, là, c'est jamais bon. Ah, C'est à peu près jamais. Parce que le problème, c'est souvent les auteurs, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils vont. euh, ils pensent qu'ils vont faire un seul jeu dans leur vie. Donc, ils vont tout ils mettre vont les tous mettre de la mécaniques gomme, dedans. puis ils vont Tout penser que ce qu'ils veulent, tout ça ce va être qu'ils le jeu aiment, du là, ils vont siècle. tout mettre dedans. Fait que ça OK. va être. C'est horrible parce que souvent, ça fait un melting pot de trucs qui ne fit pas ensemble du tout, du tout. Donc, c'est ça. Donc, mon premier jeu, c'était à peu près ça. OK. C'était vraiment. En fait, c'était basé sur la mécanique d'un jeu qui s'appelle Ulm. Euh, donc, il y a une espèce de grille de 3 par 3 de OK. symboles et que tu dois pousser et tu OK. actives les actions selon les symboles qui restent. Je trouvais que cette petite grille-là était vraiment tripante, mais que le reste autour n'était pas super intéressant. Fait que toi, C'était tu un t'es jeu. dit, je vais réinventer ce jeu-là. J'ai dit, je vais prendre cette mécanique-là et je vais faire d'autres choses avec. OK. Le d'autres choses n'était pas mieux que l'autre jeu, qui était Ah. même pire que l'autre jeu. Mais je me suis quand même rendu en finale d'un concours avec ce jeu-là. Ah. Ce qui est quand même très étonnant. Ça veut dire que j'ai quand même été capable de vendre mon jeu, mon pitch, puis mon idée au jeu pour dire, ah, il voulait l'essayer. Puis ça OK. s'est rendu, c'est ça, quand même assez loin. On parle d'un concours qui a à peu près 150 personnes, donc Puis t'as tous des c'était concepteurs quand. de jeux. Oui, donc OK. c'est vraiment Puis du monde de 150 l'industrie. prototypes. Oui, en fait, c'est le Board Game Design Lab, qui est un Puis ça, c'est quoi? C'est aux podcast États-Unis? aux États-Unis, en fait, c'est ça. Donc, OK. j'avais envoyé ça là-bas. OK. Et en fait, ce qui arrive, c'est que le directeur du concours, qui est Gabe Barrett, lui, à la fin du concours, il appelait chacun des finalistes et il parlait, puis il faisait des suggestions. Et en fait, on Ah. a parlé pendant à peu près 1 heure Ah ouais. et on n'a jamais parlé de mon jeu. Mais c'est parfait et en OK. fait, c'est ce qui m'a vraiment poussé. Parce qu'au lieu de me dire, ouais, ton jeu, c'est pas super bon, en fait, il m'a juste demandé, c'est-tu ton premier jeu que tu fais? J'ai dit oui. Puis là, il a commencé à me donner un paquet de conseils sur le design en général, pas sur ce jeu-là OK. nécessairement. Et j'ai trouvé ça vraiment, écoute, très altruiste de sa part, Ah. en Ah partant, ouais. parce qu'il a vraiment donné de son temps Ouais. et il m'a pas jugé, puis il m'a vraiment poussé à continuer. Il m'a dit non, regarde, recommence, va voir tel autre jeu, va voir telle autre affaire, lis tel truc. Vraiment, ça a été une rencontre, je pense, qui a changé pour moi Ton ma parcours de vision du concepteur, design. c'était comme une Oui, révélation? oui, en fait, je dirais que oui. Puis après ça, j'ai comme voulu donner au suivant un peu. OK. Donc, j'étais sur le groupe Création de jeux de société Québec, qui est sur Facebook, Mhm. qui regroupe tous les auteurs et autrices de jeux du Québec. Donc, j'ai été dans les administrateurs, donc je donnais beaucoup de conseils, je référais des concours et tout ça. Donc, j'essayais un peu de mentorer les autres auteurs, ce qui est très drôle parce que même moi, je n'avais jamais publié.
OK. Euh, Mais toi, depuis quand que tu cultives cette passion pour les jeux? pour les jeux, et bon, ça date de mon tout jeune âge, en fait. Ça date depuis que j'ai 4 ans. OK. Je me faisais garder par ma grand-mère, O- qui était une joueuse de cartes assez redoutable OK. et une mauvaise perdante aussi. Là, ça, c'était très drôle. Donc, je me faisais garder par ma grand-mère quelques jours par semaine. Et en fait, la première chose que je faisais en rentrant chez elle, c'était on sortait le paquet de cartes. C'est vraiment, on joue aux cartes. Fait qu'on sortait le paquet de cartes, on jouait au paquet voleur, on jouait au golf, on jouait à plein de petits jeux vraiment super simples. Au 8, Mais tu jouais à ça? euh, je pense pas dans le temps que ça existait. Ah, moi, j'ai joué à ça avec ma grand-mère. Au Ma 8. grand-mère, elle aimait n'importe quoi. Donc, c'est vraiment, on sortait le paquet de cartes et on jouait. Puis ça, c'est vraiment, je pense, le début des jeux de société pour moi. Donc, les cartes, c'était au chalet aussi, parce que mes grands-parents avaient un chalet, puis OK. on passait une grosse partie de notre été au chalet. Puis c'était le raco, c'était le romy, le romoli. Donc, tous les jeux de chalet, en fait. Euh, donc, le Boggle aussi, le Scrabble. Donc, on sortait tous les vieux classiques. Puis je pense que c'est vraiment ça qui a fait pousser, en fait, cette petite graine-là. Puis aussi les temps que j'ai passés avec mon père et mon frère à jouer à Donjon Dragon aussi quand j'étais jeune. Ah. Donc, c'était mon père qui faisait le maître de jeu. Et Hmm. moi, j'avais 7 ans, je pense. Mon frère avait 9 ans, 11 ans. Puis, c'est ça, on jouait juste nous deux. Mon père, il suivait plus ou moins les règles, là, c'était pas très grave. Il voulait pas qu'on meure. Fait que il nous laissait tout le temps survivre. Oh, c'est donc bien cute. Ah ben c'est ça. Écoute, c'était du bon temps. Après ça, c'était les jeux d'échecs avec mon père, les jeux de cribbage avec mon père aussi. Donc, mon père était un gros joueur de jeux, je dirais, un peu plus intellectuels. OK. Donc, il aimait beaucoup les jeux de stratégie. Les jeux de chance, ça l'intéressait pas tant, mais les jeux de stratégie, il aimait beaucoup. Mon père était un intellectuel, en fait. Il est décédé, donc juste une petite parenthèse, là. C'est pour ça que je parle au Ah. passé. OK. Ah, je suis désolée. Euh, Mes sympathies, oh, ça. ça fait ça... longtemps quand Ah, même, OK, fait que OK. Bon. c'est pas très grave. Euh, Ben, c'est pas. donc, c'est ça, Hmm. ça a été quand même une enfance qui a été dans le jeu à planche, là, vraiment. Bon. Ça fait vraiment partie. C'est une histoire de famille. Oui, c'est vraiment une histoire de famille faite, puis des deux côtés. Quand je disais ma grand-mère, c'est du côté de ma mère. OK. Fait que c'est vraiment des deux côtés. Ah. Euh, mais c'est pour moi, le jeu, c'est une façon de se garder jeune Ouais. dans l'âme. Ça, c'est une chose. C'est bon contre le stress, c'est bon contre l'angoisse et tout ça, donc parce que ça relaxe. Ouais. Ça amène un côté social aussi qu'on est en train de perdre un peu depuis la venue d'Internet, hein, on ne se le cachera pas. Ouais, ouais. Puis les réseaux Donc sociaux. les Hmm. jeux vidéo aussi. Les jeux Ouais. vidéo en ligne, ça l'a pris tellement de place que là, c'est beau de voir les jeux de société revenir un peu en Ben là, force. les jeux de société modernes, il y en a tellement. C'est fou. Il y a une Et- recrudescence pour les jeux de société depuis 5 ans, là. Ça n'a pas de bon oui, mais sens. en fait, on doit quand même lever notre chapeau à Randolph et Scorpion Masqué, qui ont été un peu des précurseurs au Québec Mhm. pour démocratiser le jeu, en fait. Le jeu Euh, moderne. Tu sais, pas juste oui, Monopoly, là. Mais tu sais, d'autres jeux, là. exact. Puis c'est sûr qu'on peut pas ne pas parler de Philosophia aussi, là, avec Sophie Gravel, qui a amené en fait les jeux allemands au Québec, là, les Carcassonne, les Catan et tout ça. Donc ça, c'est Madame Gravel qui a amené ça au Québec, puis qui a comme commencé comme la renaissance des jeux, on pourrait dire. Donc c'était comme le début des jeux modernes ici. Ça restait quand même très niché comme hobby. Maintenant, ce qui est beau, c'est qu'avec les pubs ludiques que Randolph a popularisé, en fait, Mhm. c'est quelque chose qui va aider à rendre ça un peu mainstream, Ben, ça dans un sens. démocratise les jeux de société.
Oui, exact. C'est plus les intellos c'est plus associé aux intellos qui s'intéressent juste aux jeux puis aux sciences, là. Aux intellos, aux geeks, aux Ouais, nerds, ouais. on appelle ça comme on veut, Ouais, là. c'est plus vraiment Euh, le public cible, là, il est pas catalogué, là. Il est plus, c'est grand public. Tu sais, exact. C'est monsieur sûr de que tu même, as tout le encore. monde veut passer une belle soirée, ben ça va dans le pub ludique puis découvrir un nouveau jeu, tu sais. Exact. Et c'est là qu'est la beauté des petits jeux simples Ouais. aussi. Donc, c'est aller chercher ces joueurs occasionnels-là. Donc, Mhm. pour aller chercher une nouvelle clientèle, entre guillemets. Donc, on regarde toujours du côté mercantile de la chose, là. Ouais. Mais c'est ça, l'idée, c'est d'aller chercher un peu plus large, mais d'attirer ces personnes-là avec quelque chose de pas trop compliqué. Parce que quand les jeux allemands sont arrivés, c'était tellement complexe par rapport à ce qu'on avait ici, mais surtout, c'était que ça ressemblait à rien de ce qu'on avait ici. Ouais. Puis zombicide, puis ces choses-là, puis c'est... Ouais, ça, c'est arrivé quand même relativement plus tard, Ouais. mais Mais ça, c'est complexe, tu sais. ouais, ça reste encore niché Ouais, comme c'est jeu. très niché. Puis C'est pour Risk, les. même à Risk, là, au début, là, des jeux de société Risk, ça restait quand même un jeu quand même complexe de stratégie. Stratégie, mais surtout de la chance, c'est un risque. Ouais. Ouais. J'aime pas ça de le regarder de haut parce que ça a quand même été un jeu important dans l'histoire du jeu. Ouais. euh, Puis jour de qui paye. était, qui était quand même un auteur français d'ailleurs. Je me souviens plus du nom exactement du jeu original, mais ça s'appelait pas Risque au départ. Euh, donc, le jeu Risque, en fait, c'est ça, c'est que c'est basé un petit peu trop sur la chance, mais c'est un peu la mode des jeux américains, qui aiment beaucoup, eux autres, le hasard, le gambling. Ouais. Mais je te dirais que ce que je trouve triste, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire: Ah ouais, mais ça, c'est juste du hasard. Faut faire attention, faut faire la passe des choses, parce que pas de hasard, ça devient un jeu comme les échecs, c'est-à-dire à information 100% connue. Donc, ça va donner un jeu qui est très, très intellectuel, justement. C'est ça. Parce C'est que pas ouvert au grand public. non, ça reste des jeux qui sont moins accessibles, je dirais, qui vont vraiment favoriser les personnes qui ont un sens de la stratégie puis sont capables de prévoir plusieurs coups Mm. d'avance. Ça prend toujours, pour un bon jeu, ça prend une petite part d'aléatoire, selon moi. Mais si on regarde l'évolution du jeu, là, des jeux de société, là, depuis, mettons, du jeu d'échecs jusqu'à aujourd'hui, tu sais, ça a tellement évolué, il y a tellement de jeux qui ont sorti avec des artworks, des belles illustrations, des mécaniques de jeu hors du commun qui sont de plus en plus raffinées. Est-ce que tu considères que les jeux de société devraient être un produit culturel C'est pour... c'est- c'est la grosse question, en fait, qui se Ouais. pose depuis, je dirais, une dizaine d'années. Mhm. Il y a eu plusieurs acteurs dans le milieu du jeu au Québec euh, il y a 10 ans en fait, qui ont parti Ludo-Québec, qui est un organisme Mm. à but non lucratif. Et au départ, c'était leur but ultime, c'était de faire reconnaître le jeu comme étant un bien culturel au Québec. Mm. C'est déjà le cas en Allemagne, si on regarde ça. Eux autres, ils considèrent déjà que c'est un bien culturel, même que les prix remis aux Jeux de l'année en Allemagne sont remis en main propre par la ministre de la Culture. Mm. Donc, c'est vraiment, OK. pour eux autres, c'est vraiment, ça fait partie de leur identité culturelle. OK. En France, ils sont un petit peu plus avancés que nous autres là-dessus parce que au moins le travail d'auteur de jeu commence à être reconnu. OK. Ce qui n'est même pas le cas ici, en fait, au Québec. Si on regarde l'Union des artistes, si on regarde tous les organismes culturels, on rentre dans aucune catégorie. On n'est pas auteur de livres, on n'est pas un artisan, on n'est pas. Ce que notre travail ressemble presque plus à de l'ingénierie, en fait. Ouais, C'est, mais tu sais, il y a un ordre d'ingénieur, là. Pourquoi il n'y aurait pas un ordre de, de concepteur de jeu? c'est que le bassin d'auteurs de jeux au Québec est tellement petit. C'est peut-être
trentaine de personnes au Québec en ce moment. Qui vit de ça, tu veux dire? Ah, en fait, qui vivent de ça, il n'y en a aucun. Toi, tu vis Pas de mal quoi? sûr. Moi, je suis technicien en administration, OK. donc je fais de la comptabilité. OK, fait que c'est Euh, la conception de jeu, c'est comme ton passe-temps. C'était mon passe-temps au départ. Maintenant, ça OK. devient un petit peu plus important dans ma vie parce OK. que je suis aussi partenaire d'affaires chez Locomuse Incorporé. Locomuse est un studio de développement de jeux, mais aussi éditeur de jeux. Ah, Euh, donc, on va sortir notre premier projet, en fait, en mars prochain, qui est juste là au-dessus de ma tête, la OK. petite boîte orange, là, qui est des papiers. En fait, c'est un coffret qui était originalement fait 100% Québec, et ce qui n'est plus le cas malheureusement depuis la faillite de notre fabricant québécois. Donc, c'est un coffret de 3 jeux de style roll and write. Donc, 3 auteurs québécois, illustrateurs, c'est tout fait au Québec au complet. Euh, donc, on voulait, avec ça, en fait, mettre vraiment en valeur le génie créatif du Québec. Mm. Au départ, c'était une douzaine de jeux qui étaient supposés être dans la boîte, mais il aurait fallu qu'on vende ça 120 pièces, ce qui n'avait aucun sens. Et ça aurait pris à peu près 10 ans avant qu'on le sorte. Parce que OK. développer 12 jeux en même temps, c'est C'est l'enfer. c'est de la job, Déjà, là? là, on a fait 3 livres d'instructions, c'est très long à faire. Ça Ouais. paraît pas, mais c'est vraiment beaucoup de Ben, travail. j'imagine. Donc c'est ça. Ça, c'est notre premier projet qui va sortir publiquement. Mais on fait d'autres trucs aussi. C'est qu'on fait du développement sur mesure pour les entreprises, pour les organismes. Donc, on trempe un peu dans le jeu sérieux aussi. Donc, je ne sais pas si tu connais le concept du jeu sérieux. Non, c'est quoi? C'est C'est pour créer en des fait le jeu, synergies entre les groupes? Entre les... en fait, le jeu sérieux, c'est qu'on va essayer d'aller chercher des thématiques un peu plus sérieuses, justement. Donc, plus lourdes et essayer de les rendre un peu plus, de les ludifier un peu. Donc, les amener dans un format de jeu. Comme par Euh, exemple, parler de la dépression au travail ou du burn-out. Ça peut être un excellent exemple, en fait. OK. Vois-tu, on a fait, si on regarde ici juste en haut de ma tête, là, Mhm. les choix de Raphaël. C'est un jeu qu'on a développé en partenariat avec une maison de la famille Ah, et aussi avec une communauté autochtone, celle de Machteyache, sur la côte nord. OK. Donc, le jeu est là pour essayer de sensibiliser les gens à la violence chez les jeunes, dans les écoles, mais aussi en dehors de l'école. Donc, l'intimidation, violence et tout ça. Donc, c'est vraiment, il y a un but précis. C'est vraiment outiller les jeunes face à la violence. C'est éducatif et Ah, par c'est pas tagué prévention, éducatif. préventif. Hein? C'est vraiment pas marqué éducatif dessus. Non. Puis ça, c'est... En fait, moi, je suis pas un gros fan des jeux qui sont tagués éducatifs, en OK. gros, dessus. Euh, pour moi, tous les jeux sont éducatifs. Ouais, C'est... à la limite, oui. C'est vrai. Parce qu'on apprend tout le temps quelque chose. Oui, soit tu apprends à compter, tu apprends à attendre ton tour. Ça, c'est une des premières choses que les enfants vont apprendre, c'est apprendre à attendre son tour et apprendre à perdre. Euh, ça, c'est les deux plus grandes leçons au départ. Mais sinon, c'est apprendre à compter, apprendre la stratégie. Il y a plein de trucs qu'on peut apprendre. Mais donc, c'est ça, souvent, si tu as besoin de dire que c'est un jeu éducatif, ce qui arrive, c'est que le côté ludique, souvent, est mis de côté. Il est beaucoup moins intéressant. L'enfant va avoir beaucoup moins de plaisir, puis il va sentir que, OK, là, je suis en train d'apprendre, hein, je suis pas en train de jouer, là. Tandis que pour lui, apprendre et jouer, Ça sont va de soi. indissociables. C'est Mm. ça. Apprendre, lui apprend en jouant, en fait, Mhm. l'enfant. Ben oui. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas un gros fan du tag éducatif sur un jeu. Euh, donc, c'est ça. Donc, on a fait ce jeu-là, les shows de Raphaël, mais on en a 2 autres qu'on est en train de développer en ce moment. Un avec une maison qui s'appelle Alternative pour elle, qui est une maison qui vient en aide, en fait, aux femmes victimes de violences. OK.
Donc, on est en train de développer un jeu sur la violence conjugale avec eux et elles. Puis ces jeux-là, comment ils Donc, sont reçus? ce ne sont pas des jeux qui sont vendus publiquement. Ce OK, sont des demandes spéciales vont être utilisées dans certains événements, dans certains contextes, OK. pour faire de la sensibilisation, pour faire de la prévention aussi. Est-ce que tu as eu du feedback par rapport à ça? Pas celui-là encore, parce qu'il OK. n'est pas encore terminé. On est en train de le développer. Mais je te dirais que c'est pas facile de mettre un sujet comme ça en jeu. On a toujours l'impression que c'est un sujet qui est très lourd, puis on veut pas rentrer justement dans le Hey, on a du fun. Non. Ouais. Faut, C'est tabou un faut, peu. c'est ça. En Rendre fait, ça tu peux du pas associer. ludique, c'est comme comment tu fais ça? C'est ça. Ouais. Donc, tu sais, le jeu sérieux, ça reste quelque chose d'assez difficile à faire et c'est un excellent challenge pour moi Ouais, ouais. parce que c'est pas quelque chose dans lequel je suis vraiment habitué. Puis on va en faire un aussi sur la consommation, donc en fait, la conduite avec les facultés Ouais. affaiblies. Mais ça doit pas Donc, être évident de savoir comment doser la portion ludique, puis la portion genre de conscientisation, puis de prévention, là. Ça doit ouais, pas être... ben, en fait, dans certains cas, comme celui-là, en fait, c'est qu'on va utiliser une approche plus humoristique. Mhm. Donc, en fait, le jeu va être extrêmement léger. Là. C'est donc parce qu'on vise un public d'environ 45 à 65 ans. Euh, donc, qui ne sont pas nécessairement des joueurs, on s'entend. Donc, ils veulent, c'est le moins de règles possible. Mais en amenant un petit côté un peu humoristique, ben, ça va les accrocher un peu plus. Puis Ouais, parce que l'idée, tout c'est le pas monde de aime leur... ça rire. Exact. Donc, l'idée, c'est pas de leur taper ça à la tête non plus dans le genre, Ouais. t'as pas le droit de boire, arrête de boire. Non, c'est pas ça le point. T'as le droit de boire. Si tu bois, par exemple, tu conduis pas. C'est vrai, c'est juste ça. Fait que faut qu'on vraiment qu'on utilise une autre approche et non pas une approche pédagogique et un peu Paternaliste, là. c'est ça, exact. Ouais. Donc ça, c'est des challenges vraiment C'est un bon intéressants. exercice. Oui, puis on travaille aussi avec un organisme ontarien euh, qui sont en fait des spécialistes de la petite enfance en OK. Ontario. Donc, on leur fait des projets en fait pour faire du team building, pour faire la formation à leurs employés. C'est pas pour les enfants, c'est vraiment pour les employés, nos jeux. Donc, on fait des escape rooms, j'en ai deux en haut ici, là, des deux escape rooms in a box. Puis on OK. a fait un jeu de perception, un jeu un peu social, en fait, qui va juste stimuler les discussions entre les joueurs. Donc, Fait que là, t'as ton ça, entreprise plus ton emploi. Fait que tu fais oui, ça. Mon Dieu. T'es un tout vrai à fait. passionné. Ouais, mais c'est pas mon entreprise. On est quatre partenaires dans cette entreprise-là, donc je les salue au passage. OK. Puis ça Euh, fait combien de temps que ça existe? Ça fait seulement depuis 2020 qu'on existe, OK. Vous êtes mais ça enregistré puis commence. tout, là? Oui, oui, ça commence à prendre quand même pas mal de place et à partir de l'année prochaine, on va même faire de la localisation de jeux. C'est-à-dire qu'on va prendre des jeux internationaux et on va les traduire en français pour les amener dans les marchés francophones. Puis vous... C'est comment ça s'appelle? Votre La entreprise? Locomuse, Locomuse. oui, donc c'est ça, Ça, c'est en on Abitibi? prend... Non, en fait, c'est à Chambly officiellement, donc le président est à Chambly, mais on est un peu partout au Québec. Donc on est quatre, il y en a un à Granby, un à Chambly, un à Montréal, puis moi qui est à Rouyn-Noranda, donc en Abitibi. Hmm. Donc c'est vraiment, c'est un autre de de mes projets en C'est né fait. de la pandémie, ça? Je crois que oui, cette année de la pandémie. En fait, moi, je n'étais pas là au départ. J'ai joint, ça fait pas loin de 2 ans en fait que je suis avec OK. eux. Euh, mais c'est né durant la pandémie en fait. Puis c'était pour essayer de meubler le temps un peu, je dirais. Donc c'était vraiment l'idée c'était d'offrir des services aussi aux éditeurs, des OK. services de test puis tout ça. Mais ça a comme pris le bord parce que le développement sur mesure reste quelque chose qui est en demande et qui n'a pas d'offre, en fait.
OK. Donc, nous autres, on est vraiment un peu dans les pionniers, je dirais ça au Québec, là, pour ça. Il y en a eu d'autres avant, évidemment, mais qui sont spécialisés là-dedans. Euh, on est probablement les seuls en ce moment, là. Mais pour revenir à Romy Rami, là, Mhm. toi, tu touches une royauté là, sur chaque exemplaire. J'espère. Non, Est-ce que c'est tu une sais combien blague. qu'il y a? Ouais? Ah, ça, c'est secret, mais c'est Ça, pas c'est beaucoup. secret. Ah, OK. En fait, les auteurs de jeux ne sont pas, sont loin d'être bien payés, je dirais. C'est quoi le Euh, pourcentage? c'est secret. Ah, tu peux pas le dire. T'as des Non, clauses de non-divulgation, c'est ça? non, mais je veux pas. Non, non, je Ça- veux pas mais c'est vraiment pas beaucoup, en fait. Je te dirais que ça va jouer entre 5 et 10% OK. de profit, mais c'est pas sur le prix de détail, c'est sur le prix euh, au distributeur. Oh, Donc, l'éditeur vend au distributeur OK. et le distributeur vend à la boutique et la Mhm. boutique vend. Donc, en gros, c'est à peu près 5 à 10 de 40 du prix de détail. Donc, en gros, c'est entre 2 et 4 du prix de détail. Tu peux voir Mais, ça tu de sais, au cette moins, façon-là. t'as ton nom sur un jeu. Tu peux dire que tu Moi, es je le un faisais, auteur de moi, je jeu. le faisais par passion. Je Ouais? le faisais pas pour l'argent du tout. Non? J'avais du fun à faire ça. Je me suis dit, si je suis édité un jour, tant mieux. Mais c'était pas nécessairement avec cette idée-là que j'ai approché la création. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est le troisième jeu que j'ai signé de Rami Rami. Les deux autres sont pas encore sortis. En fait, il y en a un qui est dans le coffret que j'ai mentionné tantôt, OK. des papiers. Mais j'en ai un troisième qui devrait sortir en 2025 à peu près, qui a été vraiment repoussé à cause de la pandémie. Ça l'a vraiment retardé. Euh, Parce que les coûts de production, les coûts de transport aussi à partir de l'Asie étaient vraiment extrêmement élevés durant la pandémie. Donc, il y a plein d'éditeurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout décalé leur calendrier de sortie. Donc, mon jeu était supposé sortir en 2023, mais il a été repoussé jusqu'à 2025. Donc, mais ça va être avec un éditeur américain, celui-là. Donc, Ça va être bien hâte de distribué le voir. partout aux Amériques? Je ne le sais pas encore. Va-tu être C'est disponible ça en l'affaire. français? On ne le sait pas encore. Je vais-tu pouvoir y On jouer? espère, sûrement. Mais en fait, c'est des détails qu'on ne sait pas encore parce que peut-être ça va être sur Kickstarter, peut-être ça va être directement au détail. C'est sûr que on a déjà signifié notre intérêt, en fait, pour le faire chez Locomuse en français aussi. Donc, étant donné que je suis l'auteur puis que je travaille pour eux, ben, pour moi, c'est facile de faire les traductions de règles. Je les ai même déjà en français chez moi. Donc, ça sera vraiment pas un gros travail pour nous de le faire. Donc, ça reste une possibilité s'il ne se trouve pas de partenaires francophones Est-ce que tu directement. penses que ça serait une bonne idée qu'il y ait un musée du jeu au Québec? Ça pourrait être intéressant, en fait. Je pense qu'il y en a déjà eu des expositions, mais pas des musées permanents. Mais l'histoire du jeu au Québec est tellement jeune, tellement récente, que ça serait difficile d'avoir quelque chose avec vraiment beaucoup d'histoire derrière. Donc ça, c'est un peu la problématique. Les premiers jeux au Québec, c'était des jeux de cartes et de questions qui ressemblent un peu à Scrupule, mais avec des questions religieuses. Donc Hmm. c'était vraiment, ça avait été fait par un frère. OK. Euh, donc c'était un genre de petit jeu questionnaire de mise en situation. Mais ça date à peu près début du 20e siècle. Donc c'est vraiment pas loin, c'est pas vieux. Donc, tu sais, avant, je dirais quelques arpents de piège, qui est vraiment un jeu québécois en fait. Donc Trivial Pursuit pour ceux qui le connaissent avec le nom anglais, là. Mais avant ça, il n'y a pas eu des tonnes de jeux au Québec qui se sont vraiment démarqués. Il y a eu Lium, peut-être. Ben, il y a eu Lium, des jeux télévisés, tu sais, il y a des jeux oui, vidéo, oui, oui. tu sais, il y a quand même... Ah, c'est sûr que si tu parles de musée du jeu en général, puis que tu ouais, parles pas juste de jeux de société, moi je ça, c'est pense sûr que... qu'il y en a beaucoup plus. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus large.
Surtout si tu rentres dans les jouets aussi. Le musée du jeu et du jouet pourrait être vraiment intéressant, ça c'est sûr. Ouais. Il y en a un gros à New York, si je me souviens bien, qui est vraiment T'es immense. allé? Non, j'ai vu des photos par exemple, ça a l'air vraiment. Il me semble que c'est New York ou Boston, un des deux. Mais c'est ceux qui veulent vraiment aller voir un musée sur le jeu, là, c'est assez incroyable comme endroit. Ah, peut-être qu'il va y avoir un musée du jeu au Québec un jour. Peut-être. C'est sûr qu'il faut pas penser, il faut pas trop compter sur Ludo-Québec que je mentionnais tantôt. Ils sont un peu morts à l'heure actuelle. Il y a plus d'activité malheureusement dans cet organisme-là. Il n'y a plus personne qui voulait prendre la relève en fait de la présidence ou de tout ça. OK. Donc, Ben, il y a des ça a concepteurs comme. qui font vivre les jeux de société au Québec. Ben, c'est sûr que en ce moment, le marché du jeu de société est vraiment en essor au Québec. On le voit très bien, en fait, dans les salons professionnels, puis dans les salons de jeu. Mhm. Ça commence à prendre de plus en plus de place. Et c'est rendu, en fait, même dans les bibliothèques, Ouais, oui. on a des jeux de société, Ouais. on a des endroits de jeux vidéo aussi. Moi, je pense localement à Val d'Or, ici, on a l'événement 15-2 Ouais, qui se ouais, ouais. passe à chaque année depuis 5 ans, sauf pendant la pandémie, là, mais qui va mélanger en fait le jeu de rôle, les jeux de cartes, les jeux de Ouais, société, le jeu c'est vidéo, les éclectique. escape rooms. Ouais. C'est vraiment tout mélangé dans un gros événement et c'est vraiment trippant parce qu'il y en a pour tous les goûts. C'est ouvert au public. Donc, ce genre de truc-là, en format musée, pourrait être vraiment trippant. Évidemment, il faudrait que ça soit dans un grand centre, là. Je ne ferais pas ça à Rouen, mettons, là. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. J'ai Écoute, plus d'autres j'aurais pu en parler questions. encore pendant des heures. Ben ouais, on pourrait parler de comment on va faire pour rendre les jeux québécois ou les jeux au Québec un produit culturel. Ça, c'est une long processus. C'est un long processus, puis le problème, c'est on n'est pas assez gros. On est encore trop petit pour attirer même juste l'attention du gouvernement. Mm. Donc, c'est éventuellement peut-être, mais là, le gouvernement est trop pogné pour subventionner des matchs de hockey, puis des jeux Ah, vidéo qui perdent des millions. ça, c'était la portion éditoriale. Voilà. Hey, je vais te souhaiter une belle soirée. Puis on Merci va dire au beaucoup. revoir à tout le monde. Puis reste avec moi. On va dire bye à tout le monde. Yes. Au revoir. Bye bye.